On le voyait comme la conscience de l'Amérique. Un homme idéal, noble, dont le regard bienveillant à l'écran apaisait des millions. Mais oubliez cette image. Le vrai Spencer Tracy se voyait comme un monstre maudit. Quand il a appris que son fils était né sourd, il a pensé que c'était une punition divine pour ses propres péchés sordides. Le plus grand acteur d'Hollywood détestait son métier, méprisait ses Oscars et s'enfermait dans des hôtels miteux, se consumant dans des manoirs luxueux pour effacer son identité. Et sa légendaire romance avec Katharine Hepburn n'était pas un joli conte de fées. La grande actrice était pour lui une infirmière secrète, cachée dans l'ombre, à qui on a même refusé l'entrée à ses funérailles. Aujourd'hui, nous allons disséquer le mythe le plus sombre d'Hollywood et découvrir comment la conscience de la nation a transformé sa vie en une cellule de torture isolée. Dans cette histoire, nous n'allons pas fouiller dans le linge sale ou compter les bouteilles vides. Nous allons faire ce que Tracy lui-même interdisait de son vivant. Nous allons plonger dans son âme. Nous allons analyser pourquoi l'alcoolisme n'était pas pour lui un vice, mais le seul remède accessible à une honte insupportable. Nous verrons comment la culpabilité envers son fils a transformé son talent d'acteur en un outil d'autoflagellation. Et nous comprendrons pourquoi son grand amour avec Katharine Hepburn ne pouvait exister que dans le secret, la douleur et le sacrifice. Ce n'est pas l'histoire d'une star. C'est l'anatomie d'un homme devenu grand malgré son désir de disparaître. Acte 1. Dieu malgré lui. Pourquoi le plus grand acteur détestait son métier? Pour comprendre l'abîme qui engloutissait Spencer Tracy, il faut d'abord détruire le mythe principal de sa carrière. Les manuels de cinéma et les mémoires de collègues admiratifs le décrivent comme un génie, respirant à l'écran aussi naturellement que d'autres dorment. On l'appelle l'acteur des acteurs, un modèle inatteignable. Mais si vous pouviez entrer dans sa tête au moment où le maquilleur appliquait de la poudre sur son large visage ridé, vous verriez non pas de l'extase créative, mais un profond dégoût rongeant ses entrailles. Spencer Tracy ne se contentait pas de ne pas aimer son travail. Il en avait honte. Une honte semblable à celle d'une maladie honteuse ou d'un vice secret. Les racines de cette honte plongeaient dans son éducation catholique irlandaise et dans cette conception de la virilité gravée dans l'esprit de sa génération. Dans le système de valeurs de Tracy, un vrai homme sans la sueur, l'huile de moteur ou la terre. C'est celui qui construit des ponts, se bat dans les tranchées ou, à défaut, décharge des wagons. Un homme crée quelque chose de tangible. Et lui, que faisait-il? Un adulte, costaud, avec l'allure d'un docker, gagnait sa vie en portant des costumes d'emprunt, en se maquillant et en simulant des émotions qu'il ne ressentait pas, face à l'œil de verre de la caméra. Pour lui, l'art de l'acteur était une forme de prostitution bien rémunérée, une activité dégradante pour la dignité masculine. Il se sentait comme un imposteur trompant les honnêtes gens. On le payait des sommes astronomiques pour ce qu'il considérait comme de la grimace. Et plus on le payait, plus il avait l'impression de vendre son âme au diable pour de la poussière d'or. Il détestait l'atmosphère même du plateau, cette agitation, ces sourires faux, ces prises interminables. Il se sentait physiquement oppressé dans ce monde d'illusions. C'est ce conflit profond entre ce qu'il voulait être, un simple travailleur honnête, et ce qu'il était, une star hollywoodienne, qui a engendré sa méthode d'acteur unique. Les cinéphiles appellent cela le grand naturalisme. Mais en réalité, c'était une forme de défense psychologique poussée à l'extrême. Tracy a intuitivement décidé. Si déjà il était condamné à faire ce métier de femme, il réduirait l'élément de jeu à zéro. Il a refusé de jouer, au sens habituel du terme. Il ne voulait pas qu'on le surprenne à faire semblant. Alors, il a simplement arrêté de prétendre. Il arrivait sur le plateau, se plaçait sur sa marque et faisait tout pour ne pas ressembler à un acteur. Il rejetait tout geste théâtral. Il abaissait sa voix au niveau d'une conversation ordinaire, rendant fous les ingénieurs du son qui rapprochaient les micros. Il supprimait des pans entiers de texte du scénario s'il y décelait la moindre fausseté. Sa fameuse phrase conseille aux jeunes collègues: apprends juste tes foutues répliques et ne te cogne pas dans les meubles. Ce n'était pas la coquetterie d'un génie. C'était l'aveu sincère d'un homme qui voulait faire son travail le plus rapidement, discrètement et sans fioriture pour rentrer chez lui et oublier cette honte. Mais ici, le destin a joué un tour cruel. La caméra, cet instrument impitoyable qui déteste l'excès et adore la vérité.
En essayant de se cacher, en essayant de ne pas jouer, Spencer Tracy atteignait l'effet que d'autres cherchaient à obtenir après des années d'entraînement. Son désir d'être invisible, sa retenue, son regard lourd et fatigué d'un homme lassé de tout cela, créaient à l'écran un effet de réalité troublante. Le spectateur ne voyait pas un personnage, il voyait un être vivant, qui pense, doute et souffre ici et maintenant. Son silence à l'écran pesait plus lourd que les monologues des autres stars. Sa haine pour le métier se transformait en une vérité scénique incroyable. Il était si convaincant précisément parce qu'il se moquait de son apparence. Il ne cherchait pas l'approbation de la caméra, il l'ignorait. Et cela refermait le piège. Le monde est tombé amoureux de cette non-interprétation. Les critiques l'ont placé sur un piédestal. Des collègues comme Humphrey Bogart ou Clark Gable le regardaient avec une terreur révérencieuse, car ils comprenaient, ils travaillaient, mais Tracy existait. Mais pour Spencer lui-même, chaque critique élogieuse était un coup de fouet. On lui disait « Tu es un dieu » et il entendait « Tu es le plus habile menteur de nous tous ». Il s'est retrouvé dans une situation sans issue. Il ne pouvait pas quitter le cinéma car c'était le seul moyen de subvenir aux besoins de sa famille, et nous parlerons plus tard de cette servitude financière, mais il ne pouvait pas non plus l'aimer. Il ne lui restait qu'une chose. Chaque matin, enfiler le masque du professionnel Mossad, se présenter sous les projecteurs et se détester pour réussir si bien à mentir. Cependant, cet enfer professionnel n'était que la couche superficielle de sa tragédie. Le véritable cauchemar, qui a définitivement brisé sa foi en lui-même et transformé sa vie en une rédemption sans fin, l'attendait non pas dans les studios de la Metro-Goldwyn-Mayer, mais dans la chambre d'enfant de sa propre maison. Acte 2. Condamnation au berceau. Quand la paternité devient une prison à vie. Si la honte professionnelle était pour Spencer Tracy une douleur dentaire chronique mais supportable, l'événement survenu en juin 1924 fut un coup de hache, tranchant sa vie en un avant et un après. C'est là que se trouve l'épicentre de l'explosion nucléaire, dont la radiation empoisonnera ses 43 années suivantes. Pour comprendre pourquoi cet homme fort se consumait dans des manoirs luxueux, il faut regarder dans ce berceau où reposait son premier-né, John. Cet été-là, le jeune Tracy n'était pas encore une icône. Il était un acteur pauvre et ambitieux qui, comme tout père, voyait dans la naissance de son fils son plus grand triomphe. John devait être sa continuité, sa copie améliorée, son apport à l'immortalité. Mais bientôt, l'inquiétude s'installa dans la maison. Louise, la femme de Spencer, commença à remarquer des étrangetés. L'enfant ne sursautait pas lors des orages, ne tournait pas la tête au bruit d'un chien, dormait malgré le vacarme autour. Le point culminant de ce cauchemar fut un moment qui entrerait plus tard dans les biographies comme une légende, mais pour Tracy, c'était la réalité la plus effrayante. Resté seul avec son fils, il décida de vérifier ses soupçons de la manière la plus brutale et désespérée. Spencer s'approcha du berceau et claqua la porte de toutes ses forces. Le fracas aurait réveillé un mort. Mais le petit John ne broncha même pas. Il continuait de dormir paisiblement dans son silence absolu et impénétrable. Les médecins rendirent leur verdict rapidement et sans pitié. Surdité nerveuse, incurable. La réaction de Spencer Tracy à ce diagnostic est la clé de toute sa psychologie. Une personne ordinaire dans une telle situation ressentirait du chagrin, de la confusion, de la peur pour l'avenir de l'enfant. Tracy, lui, ressentit autre chose, bien plus destructeur. Il ressentit une confirmation. Élevé dans les dures doctrines du vieux catholicisme irlandais, où la souffrance est toujours une rétribution pour le péché, Tracy construisit instantanément dans son esprit un lien de cause à effet monstrueux. Il ne perçut pas la surdité de son fils comme une défaillance génétique ou un caprice de la nature. Non, dans son esprit, c'était une punition directe de Dieu. Mais une punition non pas pour l'enfant, mais pour lui, le père. Tracy était fermement convaincu que son sang pourri, empoisonné par l'alcool, les pensées impures et l'orgueil, s'était physiquement transmis à son fils. Il croyait qu'il avait brisé son enfant. Lui, la source toxique qui avait mutilé une âme innocente. Cette pensée devint une obsession, frôlant la folie. J'ai péché, et c'est lui qui paie. Dieu l'avait frappé là où ça faisait le plus mal, privant son fils de voix et d'ouïe pour que Spencer Tracy n'oublie jamais sa propre corruption.
Cette conviction érigea un mur invisible mais infranchissable entre le père et le fils. Spencer commença à éviter John. De l'extérieur, cela ressemblait à de la froideur ou à l'indifférence d'une star occupée. Mais en réalité, c'était une forme d'autoflagellation. Tracy ne pouvait physiquement pas être près du garçon, car chaque regard sur lui équivalait à un regard dans un miroir qui criait « Tu es coupable !». Il aimait son fils d'un amour douloureux, torturé, mais considérait que sa simple présence était toxique pour la famille. Tandis que sa femme Louise accomplissait un exploit maternel, passant des heures avec John, lui apprenant à ressentir les vibrations et à parler, ce dont je parlerai séparément, Spencer choisit la voie de la fuite lâche. Il décida que la seule chose utile qu'il pouvait faire était de devenir une machine à gagner de l'argent. Il transforma sa culpabilité en dollars. Il payait les meilleurs médecins, enseignants, construisait des cliniques, mais restait à l'écart, enfermé dans son bureau ou sur le plateau de tournage. C'est à ce moment-là que Spencer Tracy cessa d'être simplement un homme et devint un otage. Il s'interdit d'être heureux. Comment pouvait-il rire? Comment pouvait-il profiter du succès si par sa faute son fils était à jamais enfermé dans un monde sans son? Toute joie lui semblait une trahison. Ce verdict intérieur exigeait l'exécution de la peine, et puisque Dieu, selon Tracy, avait déjà rendu son verdict, Spencer décida de devenir son propre bourreau. Il trouva l'outil qui lui permettait de désactiver temporairement cette voix de conscience insupportable, tout en tuant lentement le corps haï qui portait en lui ce mauvais sang. Cet outil était la bouteille. Acte 3. L'alcool comme échappatoire à sa propre peau. Pour la plupart des gens, le mot alcoolique évoque l'image d'une personne sans volonté, déchue, en quête de plaisir bon marché. Dans le cas de Spencer Tracy, ce terme nécessite une révision radicale. Son alcoolisme n'est pas un vice au sens habituel. C'est une procédure médicale complexe, cruelle et nécessaire. L'alcool est la seule anesthésie disponible pour un homme devant subir une opération à cœur ouvert sans anesthésie, une opération appelée « vivre avec la culpabilité ». Ces beuveries n'ont rien à voir avec les fêtes bohèmes des années folles ou les soirées glamour d'Hollywood. Rarement voyait-on Tracy avec une coupe de champagne entourée de starlettes rieuses. En public, il buvait souvent ostensiblement du lait ou du ginger ale, entretenant le mythe de son ascétisme. Mais en lui, la pression montait, semblable à celle d'une chaudière à vapeur. Quand l'aiguille du manomètre entrait dans la zone rouge, quand la honte de faire le pitre sur le plateau et la douleur de penser à son fils sourd devenaient insupportables, il disparaissait. On appelait ça « partir en vrille ». La mécanique de ce processus était effroyablement monotone. Tracy louait une chambre d'hôtel. Souvent, il choisissait des chambres anonymes plutôt que des suites luxueuses où il pouvait être reconnu. Il barricadait la porte. Il tirait les rideaux, créant une nuit artificielle pour ne pas voir le soleil qu'il trouvait trop brillant et accusateur. Et il commençait à boire. Il buvait du whisky par caisse. Pas pour le goût, pas pour savourer le bouquet. Il s'infusait de liquide avec la méthodicité d'un suicidaire avalant des pilules. Son but n'était pas l'ivresse. Son but était l'effacement total de sa personnalité. Il devait tuer en lui Spencer Tracy, ce bon catholique, espoir de la nation, mari idéal qu'il considérait comme un mensonge. Il avait besoin de noirceur et de silence dans sa tête. Les témoins qui ont vu Tracy en plein milieu de ses beuveries, souvent des médecins d'urgence ou des agents spéciaux du studio, décrivaient une scène digne d'un tableau de Goya. Souvent, ils le trouvaient entièrement nu. Un psychanalyste y verrait une tentative désespérée de se débarrasser de tous les rôles sociaux, costumes, masques. Nu, ivre, hurlant sur des ennemis invisibles, détruisant le mobilier. À ces moments-là, il cessait d'être la conscience de l'Amérique. Il devenait une bête blessée. Dans cet état, il était enfin honnête. Il libérait le monstre qu'il croyait porter en lui. Mais le plus effrayant dans cette histoire, c'est l'industrie du mensonge qui entretenait sa chute. Le studio MGM avait construit tout un système pour protéger son principal atout. Il y avait des personnes spéciales, des nettoyeurs, dirigés par le légendaire Eddie Mannix, dont le travail était de retrouver Tracy dans n'importe quelle bouge, de soudoyer les policiers, de payer les miroirs brisés dans les hôtels et de détruire toute preuve documentaire de sa folie. Cela créait une fracture monstrueuse de la réalité.
Le matin, les journaux titraient sur la brillante interprétation d'un nouveau héros noble par Spencer Tracy ou sur ses dons aux orphelins. Et en même temps, le héros lui-même, ligoté avec des draps, était discrètement évacué par la porte de service de l'hôtel pour être conduit dans une clinique privée, perfusé et remis en état. Tracy se détestait pour cela. Mais il savait aussi que, sans ces effondrements, il deviendrait fou ou se suiciderait réellement. L'alcool lui permettait de relâcher la pression, de vivre une petite mort, pour ensuite ressusciter avec une gueule de bois monstrueuse, remettre son masque. Ses souffrances physiques après les beuveries, mains tremblantes, peau grise, nausées, étaient pour lui un châtiment mérité. En souffrant physiquement, il sentait qu'il expiait une partie de ses péchés et obtenait le droit moral de vivre encore quelques mois en homme respectable. Cependant, le destin lui réservait une épreuve plus terrible que n'importe quelle gueule de bois. Le monde avait décidé de le récompenser, précisément pour ce masque qui lui causait le plus de douleur. Les Oscars attendaient déjà leur héros pour transformer sa vie en cage dorée. Acte 4. La malédiction dorée. Les Oscars pour un masque de saint. Si l'alcool était pour Spencer Tracy une échappatoire à lui-même, ses triomphes professionnels étaient les chaînes qui le ramenaient de force sur ce piédestal qu'il détestait. L'ironie cruelle résidait dans les rôles pour lesquels l'Académie l'avait sanctifié. Tracy ne recevait pas les plus hautes distinctions pour des rôles de méchants complexes et torturés où il aurait pu légalement libérer ses ténèbres. Non, Hollywood avait choisi de le récompenser pour des personnages d'une pureté cristalline, presque biblique. Et cela devenait pour lui une torture psychologique raffinée. Le sommet de cet absurde fut atteint en 1938. Spencer Tracy accepte le rôle du père Flanagan dans Des hommes sont nés. C'était pas un personnage fictif, mais un véritable prêtre catholique, qui avait consacré sa vie à sauver des adolescents en difficulté, leur offrant un foyer et une foi en l'avenir. Imaginez le contexte. Un homme qui se considère comme le meurtrier de l'avenir de son fils, rongé par la culpabilité envers son aîné sourd, devait incarner le père idéal pour des centaines d'enfants étrangers. Sur le plateau, Tracy devait réciter des monologues affirmant qu'il n'y a pas de mauvais garçons, que l'amour et la patience peuvent guérir même les âmes les plus blessées. Chaque mot de ce scénario était un coup de poing dans le ventre. Il disait à l'écran ce qu'il désespérait de croire, mais qu'il ne pouvait appliquer à lui-même. Il se sentait comme un voleur, ayant dérobé la soutane d'un saint pour y cacher ses mains tremblantes de gueule de bois. Quand l'Académie lui décerna l'Oscar pour ce rôle, faisant de lui le premier acteur à recevoir 2 statuettes consécutives, Tracy n'était pas simplement indifférent, il était terrifié. Pour un acteur ordinaire, un Oscar est la reconnaissance du talent. Pour Tracy, cette statuette dorée était un document officiel attestant de son hypocrisie. Elle semblait lui dire « Tu nous as tous trompés avec génie. Tu nous as fait croire que tu étais bon, sage et saint, alors que tu sais qui tu es vraiment. » Le succès était la preuve que le mensonge était sa seule vertu. Il existe une histoire célèbre selon laquelle Tracy insista pour envoyer son Oscar au véritable père Flanagan dans le Nebraska. La presse et les biographes ont présenté ce geste pendant des décennies comme un exemple d'humilité incroyable et de respect d'un grand artiste pour son modèle. Le public s'émerveillait. Quel homme noble! Mais si l'on regarde cela à travers le prisme de sa psychologie, on voit une toute autre image. Ce n'était pas de l'humilité, c'était du dégoût. Spencer Tracy ne pouvait physiquement pas garder chez lui un objet qui lui brûlait les mains. La statuette était un reproche muet, la preuve de sa duplicité. En envoyant la récompense au prêtre, il ne faisait pas un cadeau, il se débarrassait d'une preuve. Il rendait la sainteté à celui à qui elle appartenait de droit, car lui-même se sentait imposteur. Ces récompenses ont refermé le piège définitivement. Tracy n'était plus simplement un acteur populaire, il était devenu un trésor national, la conscience morale de l'Amérique. Les producteurs avaient compris que le public voulait voir Tracy tel quel, fiable, juste, monumental. On ne lui proposait plus de rôle qui aurait pu détruire cette image. Il s'est retrouvé emmuré dans un sarcophage doré de sa propre réputation. Le monde applaudissait son masque, tandis que l'homme en dessous suffoquait de ne pouvoir être lui-même. Il devait correspondre, il devait maintenir le cap. Et plus l'adoration populaire montait, plus il s'enfonçait dans l'abîme de l'autoflagellation. La seule personne qui aurait pu partager ce fardeau avec lui était sa femme. Mais là aussi,
Tracy s'était piégé. Sa femme était trop parfaite pour qu'il puisse se sentir vivant à ses côtés. Acte 5. Sainte dans l'ombre. Dans le scénario de toute tragédie hollywoodienne, le rôle de l'épouse d'un alcoolique suit généralement l'un des deux clichés. Soit elle est une victime silencieuse, pleurant dans son oreiller pendant que son mari fait des ravages, soit elle est une furie glaciale, harcelant le génie sans comprendre sa sensibilité. Si Louise Tracy avait correspondu à l'un de ces stéréotypes, la vie de Spencer aurait pu être différente. Il aurait pu trouver une excuse pour divorcer ou, au moins, pour se rebeller ouvertement. Mais la tragédie de Spencer résidait dans le fait que sa femme était irréprochable. Louise Tracy n'était pas simplement une bonne femme, elle était une sainte. Et c'est cette sainteté qui est devenue pour lui la prison la plus sûre du monde. Quand les médecins ont diagnostiqué leur fils John, les réactions des époux ont été aussi opposées que les pôles nord et sud. Spencer, comme on s'en souvient, a vu cela comme une malédiction mystique et s'est réfugié dans l'oubli. Louise, quant à elle, a accompli un exploit qui, dans les années 20, semblait impossible. Elle a refusé d'accepter le postulat médical de l'époque, selon lequel un enfant sourd était condamné au mutisme et à l'isolement. Tandis que Spencer se consumait dans des manoirs luxueux, se lamentant sur son sang corrompu, Louise est allée à la bibliothèque. Elle a commencé à étudier tout ce qui était connu sur la pédagogie pour sourds. Elle passait des heures avec le petit John, pressant ses mains contre sa gorge pour qu'il puisse sentir la vibration des cordes vocales. Elle lui a appris à lire sur les lèvres. Elle a transformé sa maison en laboratoire et sa vie en dévouement. Son travail titanesque a finalement conduit à la création de la clinique John Tracy, un établissement qui offrirait plus tard de l'espoir à des milliers de familles à travers le monde. Louise est devenue une icône pour les mères d'enfants handicapés. Elle ne portait pas simplement sa croix, elle l'a transformée en instrument de salut. Pour Spencer Tracy, l'héroïsme de sa femme était la preuve ultime et écrasante de sa propre insignifiance. À ses côtés, il se sentait non seulement comme un mauvais mari, mais comme un nain moral. Sa force soulignait sa faiblesse. Son action soulignait son inaction. Son amour pour leur fils était actif et créatif, tandis que le sien était toxique et rempli de peur. C'est ici que se trouve la véritable réponse à la question qui a tourmenté les tabloïds pendant des décennies. Pourquoi ne se sont-ils jamais divorcés? On pense généralement que la raison était le catholicisme strict de Tracy. Certes, l'interdiction religieuse du divorce jouait un rôle, mais ce n'était qu'une couverture officielle pratique. La véritable raison était plus profonde. Spencer Tracy ne pouvait pas quitter Louise parce qu'il se sentait son débiteur éternel. Divorcé d'une femme qui, seule, sortait leur fils de l'abîme du silence, ce même fils qu'il croyait avoir lui-même blessé, aurait été un acte de trahison suprême. Cela aurait été comme cracher au visage d'un ange gardien. Leur mariage a muté en une structure étrange, douloureuse, mais indestructible. Ce n'était plus une famille au sens romantique du terme, c'était une corporation d'expiation. Les rôles y étaient rigides et permanents. Louise assurait les soins de leur fils et maintenait le vernis de respectabilité. Spencer assurait le financement. Il était devenu le distributeur pour sa mission. Tracy travaillait comme un forcené, acceptant tous les rôles, pour que les chèques continuent d'arriver à la clinique et à la famille. Chaque dollar qu'il donnait à Louise était une forme de rachat. Il semblait dire « Je ne peux pas être là, je ne peux pas regarder mon fils dans les yeux, je ne peux pas être sobre, mais je peux tout payer. » L'argent était devenu le substitut de sa paternité. Avec le temps, ils se sont séparés. Spencer vivait dans des hôtels ou des maisons d'hôtes, Louise restait dans le manoir familial. Mais le lien émotionnel n'était pas coupé. Louise restait la seule personne à qui il rendait des comptes. Le plus effrayant pour lui était qu'elle ne le reprochait jamais. Elle ne faisait pas de scène à cause de son oubli. Elle ne commentait pas ses infidélités. Elle l'acceptait tel qu'il était, avec une résignation chrétienne. Si elle avait crié, cassé de la vaisselle ou l'avait haï, cela aurait été plus facile pour lui. Il aurait pu se mettre en colère en retour, mais son pardon silencieux le privait de toute arme. Il restait seul face à sa conscience, incapable de rejeter la faute sur une femme méchante. Dans cette atmosphère de sainteté stérile et de noblesse étouffante, Spencer Tracy suffoquait. Il avait besoin d'air. Il avait besoin de quelqu'un de terrestre, quelqu'un qui ne serait pas un saint, quelqu'un qui pourrait le regarder et voir non pas le grand pécheur ou le père de la nation,
mais simplement un homme fatigué et brisé. Et alors qu'il semblait condamné à finir ses jours dans la solitude des chambres d'hôtel, le destin l'a mis sur le chemin d'une femme qui était l'exact opposé de Louise. Une femme qui n'avait pas peur de plonger dans sa noirceur et d'y rester. Acte 6. La femme qui a plongé dans l'abîme. Katharine Hepburn. La légende de Spencer Tracy et Katharine Hepburn est sans doute le plus beau et le plus mensonger des mythes de l'âge d'or d'Hollywood. Les magazines glacés, puis les documentaires nostalgiques, nous ont vendu pendant des décennies l'histoire d'une union d'égos, d'un duel intellectuel entre deux grandes personnalités, d'une alchimie qui explosait à l'écran. On nous a peint un tableau romantique, deux titans se trouvant dans un monde de faux semblants. Mais si l'on gratte la dorure et que l'on regarde les faits avec un regard sobre, presque clinique, on ne voit pas l'histoire de Roméo et Juliette. On voit l'histoire d'un patient lourd et de sa principale infirmière dans une unité fermée, où l'entrée est strictement interdite aux étrangers. Leur rencontre sur le plateau du film La femme de l'année en 41, selon toute logique, aurait dû se terminer en catastrophe. Ils n'étaient pas simplement différents, ils étaient les représentants d'espèces biologiques rivales. Katharine Hepburn incarnait tout ce qui effrayait et irritait Tracy. Elle, aristocrate yankee de la Nouvelle-Angleterre, fille de médecins et de suffragettes, femme aux pommettes acérées, à la langue bien pendue et diplômée du Bryn Mawr College. Elle portait des pantalons quand cela était un défi à la société, prenait des douches glacées le matin et parlait avec cet accent Lockjaw, prononciation de la haute société, qui provoquait chez le simple Irlandais Tracy une haine de classe. Lors de leur première rencontre, elle l'avait toisé de haut en bas et avait remarqué « J'ai peur d'être trop grande pour vous, monsieur Tracy ». Spencer Tracy était son opposé complet. Sombre, trapu, catholique, fils de vendeur de camions, convaincu que la place d'une femme est à la cuisine ou à l'église. Il considérait Hepburn comme asexuée, arrogante et artificielle. Il soupçonnait même qu'elle soit lesbienne, tant son comportement ne collait pas avec ses standards patriarcaux. Mais c'est précisément cette polarité qui devint la clé de leur lien. À ce moment-là, Tracy traversait une crise profonde. Il était fatigué de sa femme sainte, fatigué de sa culpabilité, fatigué de l'éternelle comédie. Les femmes qui l'entouraient jusque-là le regardaient soit comme une idole, soit, comme Louise, l'écrasaient de leur silencieux pardon chrétien. Hepburn fit ce que personne n'avait fait. Elle le regarda droit dans les yeux et ne vit ni le dieu du jeu d'acteur, ni le père de la nation. Elle vit un garçon effrayé et perdu, enfermé dans le corps d'un vieux bulldog. Et ce regard changea tout. Pour Katharine Hepburn, sauver Spencer Tracy devint le projet principal de sa vie. C'était un paradoxe que les féministes de l'époque ne pouvaient résoudre. Pourquoi la femme la plus indépendante, la plus émancipée d'Hollywood, symbole de liberté, choisissait-elle volontairement le rôle de femme secrète, d'éternelle maîtresse et en fait de servante? La réponse réside dans la psychologie même d'Hepburn. Elle venait d'un clan de vainqueurs, où la faiblesse était méprisée et les problèmes résolus par l'action. Elle avait l'habitude d'être forte. Mais la force a besoin d'un exutoire. En Tracy, elle trouva l'objet parfait, un bloc qui s'effondrait. Elle vit en lui l'ampleur d'une tragédie digne de ses efforts. Elle connaissait ses hôtels sombres. Elle connaissait ses beuveries. Et au lieu de le juger ou de lui faire la morale, elle apprit à gérer cela. Katharine prit littéralement en charge la gestion de ses démons. Elle ne tenta pas de le corriger par des prières, comme Louise. Elle agissait de manière pragmatique. Elle veillait à ce qu'il mange. Elle le sortait des bars. Elle restait des heures à son chevet quand il tremblait de la gueule de bois, tenant le bassin pendant qu'il vomissait. Elle écoutait ses divagations alcoolisées sur sa nullité. Pour Spencer Tracy, Katharine devint la seule zone de sécurité sur la planète. Avec Louise, il se sentait pêcheur devant l'autel. Avec Katharine, il pouvait être simplement un homme malade. C'était une différence colossale. Elle n'avait pas besoin de son argent, elle était riche elle-même. Elle n'avait pas besoin de son statut, elle était une superstar. Cela le libérait du rôle de pourvoyeur qu'il détestait. À ses côtés, il pouvait se permettre le luxe d'être faible, capricieux et imparfait. Mais le prix payé par Hepburn fut monstrueux. Pour cet homme, elle amputa consciemment une partie de son ego. Sur le plateau, elle restait la reine. Mais dès que le « coupé » retentissait, elle devenait une ombre. Elle adaptait son emploi du temps au sien. Elle lui préparait des repas, accroupie devant la cheminée. Elle lui nouait ses lacets quand il grossissait et ne pouvait plus se pencher.
Elle cessa de fréquenter les mondanités, car il les détestait. C'était un amour bâti non sur la romance, mais sur une profonde compassion et une complexe codépendance. Tracy avait besoin d'une nounou qu'il pouvait respecter. Hepburn avait besoin d'un homme pour lequel elle pouvait sacrifier son indépendance, pour se sentir utile. Elle accepta son obscurité, elle accepta d'y vivre. Et ce pacte tacite, je serai ton soutien, et toi, permets-moi d'être à tes côtés, devint le fondement de 26 ans de vie. Cependant, pour être totalement honnête avec l'histoire, nous devons aussi envisager une autre version de ce scénario. Une version dont on chuchotait dans les coulisses d'Hollywood à l'époque, et dont les biographes débattent bruyamment aujourd'hui. Et si ce grand sacrifice de Catherine et cette étrange distance de Spencer s'expliquaient non seulement par l'alcoolisme et la culpabilité catholique, il existe une théorie qui transforme leur romance tragique en mariage de lavande idéal. L'union de deux personnes, chacune servant de barbe à l'autre, un écran fiable contre les mœurs cruelles de l'époque. Regardez les faits sous cet angle. Katharine Hepburn a été toute sa vie entourée de rumeurs sur son indifférence envers les hommes. Elle vivait avec des compagnes, portait des costumes masculins et se comportait de manière ostensiblement asexuée. Spencer Tracy, quant à lui, dans ses excès d'ivresse, se retrouvait souvent en compagnie de jeunes hommes, et le célèbre entremetteur hollywoodien Scotty Bowers affirmait dans ses mémoires qu'il fournissait des gigolos à l'acteur. Si l'on admet que cette théorie est vraie, alors le puzzle s'assemble de manière effrayante. Leurs relations ne deviennent pas une histoire d'amour malade, mais une histoire de partenariat mutuellement bénéfique et ingénieux. Pour elle, une romance avec un homme marié qui ne peut pas divorcer était l'alibi parfait. Cela expliquait pourquoi elle ne se mariait pas et vivait seule. J'attends Spencer. Cette phrase levait toutes les questions sur sa vie personnelle. Pour lui, la présence d'une femme comme Hepburn à ses côtés consolidait son statut de mâle alpha hétérosexuel. Qui soupçonnerait d'inclination incorrecte un homme aimé par Katharine Hepburn elle-même? Peut-être est-ce pour cela qu'ils n'avaient pas de vie commune. Peut-être est-ce pour cela que leur passion à l'écran semblait si intellectuellement sûre, sans électricité animale. C'était l'amitié de deux parias qui avaient trouvé un moyen de survivre dans un système qui détruisait tous les différents. Qu'était-ce vraiment? Le plus grand amour platonique de deux âmes brisées? Ou un écran cynique mais salvateur pour deux personnes qui ne pouvaient être elles-mêmes? Nous ne connaîtrons jamais la vérité. Ils l'ont emportée dans la tombe. Mais quelle que soit la version à laquelle vous adhérez, romantique ou pragmatique, le résultat reste inchangé. Hepburn est devenue pour Tracy la seule personne avec qui il pouvait enlever le masque. Que ce soit le masque de l'amant parfait ou le masque de l'hétéro. Avec elle, il pouvait simplement être. Et c'est précisément ce format, vivre dans l'ombre, vivre selon un emploi du temps, vivre sans droit à la reconnaissance officielle, qui les a conduits dans ce purgatoire où ils ont passé un quart de siècle. Acte 7. Un purgatoire à deux. 26 ans d'amour sans droit. Maintenant que nous saisissons la nature de leur lien, qu'il s'agisse d'une grande passion ou d'un pacte salvateur entre deux solitudes, il est temps de plonger dans la mécanique de leur quotidien. Et le mot « mécanique » n'est pas choisi au hasard. Maintenir cette illusion pendant un quart de siècle demandait une discipline digne d'une opération militaire. Leur vie manquait de la spontanéité et de la légèreté que l'on associe habituellement à l'amour. C'était une existence en mode isolement strict. Imaginez la vie de deux des personnes les plus célèbres de la planète qui en 26 ans n'ont jamais dîné ensemble au restaurant. Pas une seule fois. Ils vivaient dans un monde étrange et fragmenté. Spencer Tracy, même lorsqu'il a cessé de vivre avec sa femme Louise, n'a jamais emménagé officiellement avec Catherine. Il s'est installé dans la maison d'hôte sur le domaine de leur ami commun, le réalisateur George Cukor. Catherine vivait séparément, mais passait pratiquement tout son temps chez lui. Cependant, passer du temps et vivre sont deux choses différentes. Ils n'avaient pas de maison commune avec des photos communes. Ils n'avaient pas de quotidien partagé où leurs affaires se mêlaient. Tout était temporaire. Tout était pour de faux. Si des invités ou des journalistes venaient chez Tracy, Catherine disparaissait. Elle s'évaporait littéralement par la porte de derrière ou restait dans sa voiture dans l'arrière-cour pendant que le maître donnait des interviews sur sa vie pieuse. Le rituel le plus cruel et révélateur de cette vie étaient les week-ends et les fêtes. Ce calendrier fonctionnait sans faille, comme une guillotine. Du lundi au vendredi, Catherine était tout pour lui. Infirmière, cuisinière, interlocutrice, secrétaire.
Elle veillait à ce qu'il prenne ses médicaments, elle lui faisait griller des steaks, exactement à la cuisson qu'il aimait, elle supportait ses râleries. Mais dès que le vendredi soir arrivait, Spencer Tracy se levait, mettait son chapeau, prenait sa valise et partait chez lui, à Holmby Hills, chez sa femme légitime Louise. C'était un acte de sadisme psychologique raffiné, dirigé d'abord contre lui-même, mais qui frappait Catherine en ricochet. Tracy retournait chez sa femme, non pas par amour ou par manque. Il y retournait pour marquer sa présence, pour maintenir la façade, pour se punir par l'ennui et la culpabilité dans la maison qu'il avait construite, mais où il était étranger. Et Catherine Hepburn restait seule. Essayez d'imaginer cette solitude. Noël, Thanksgiving, Pâques, toutes ces fêtes familiales où le monde s'unit dans une chaleureuse communion, Hepburn est passée dans une maison vide. Elle savait que l'homme à qui elle avait consacré sa vie découpait la dinde à une table avec une autre femme. Elle savait qu'il restait probablement silencieux, regardant sombrement son assiette. Mais il était là. Et elle était ici, comme si elle n'existait pas. Elle ne l'appelait jamais là-bas. Elle n'exigeait jamais « reste avec moi cette fois-ci ». Elle avait accepté les règles du jeu où elle était toujours numéro 2. Pourquoi Tracy agissait-il ainsi? C'était une partie de son marché intérieur avec Dieu. Dans son esprit torturé, la souffrance était une monnaie. S'il divorçait et vivait heureux avec Catherine, ce serait un péché de l'hédonisme. Mais s'il vivait avec Catherine, la torturant par l'incertitude, tout en se torturant lui-même par des visites à une femme qu'il n'aimait pas, alors tout allait bien. L'équilibre était respecté. Il payait pour son bonheur ou pour sa tranquillité, par l'humiliation et la douleur. C'était le purgatoire qu'ils avaient construit de leurs propres mains. Catherine Hepburn, une femme qui pouvait avoir n'importe quel homme dans le monde, avait choisi d'être le secret de celui qui ne pouvait lui offrir que sa maladie et son ombre. Elle était devenue une invisible. Et cette invisibilité est devenue particulièrement effrayante dans les dernières années de sa vie, lorsque le corps de Spencer Tracy a commencé à lâcher et qu'il devenait de plus en plus difficile de cacher la vérité. Acte 8. Monument en ruines. Au début des années 60, le temps pour Spencer Tracy prend un cours particulier, accéléré. D'habitude, les acteurs vieillissent lentement. Les cheveux grisonnent, les rides apparaissent, les rôles changent. Mais Tracy ne vieillit pas simplement. Il se désintègre. À un peu plus de 60 ans, il en paraît bien 80. Ce n'est pas seulement la génétique ou l'oubli, c'est la manifestation physique de la guerre intérieure qu'il mène contre lui-même depuis 40 ans. Son corps, enfin, cesse de mentir. Auparavant, il pouvait masquer sa douleur derrière un masque d'impassibilité. Désormais, sa chair est la carte de ses souffrances. Regardez ses rôles tardifs, par exemple dans Jugement à Nuremberg. Ce que les spectateurs et critiques prennent pour le summum de l'art dramatique, pour la sagesse écrasante du juge Dan Haywood, est en réalité un dossier médical. Sa respiration lourde à l'écran n'est pas un effet artistique, c'est l'emphysème et l'essoufflement dû à l'insuffisance cardiaque. Sa démarche lente et traînante n'est pas une tentative de montrer l'âge du personnage, il n'a simplement plus la force de lever les pieds. Ses célèbres longues pauses avant de parler ne viennent pas d'une tension dramatique, mais parce qu'il doit rassembler ses dernières forces pour se souvenir du texte. Spencer Tracy ne joue plus. Il ne prétend plus être quelqu'un d'autre. Ces dernières années, il apporte à l'écran sa propre personne, un homme détruit, fatigué de la vie, qui comprend tout mais ne peut rien changer. Et cette authenticité absolue, effrayante, a un effet hypnotique sur le spectateur. On voit à l'écran non pas un acteur, mais les ruines d'une grandeur. C'est comme regarder une cathédrale ancienne s'effondrer, à la fois terrifiant et magnifique. En coulisses, une bataille silencieuse pour la survie se déroule, dirigée par Catherine Hepburn. À ce stade, leur relation a complètement changé. L'érotisme, s'il y en a eu, et les débats intellectuels appartiennent au passé. Il ne reste que la médecine et un soin infini. Hepburn s'est transformée en Cerbère, gardant le repos du lion mourant. Sur le tournage, elle crée autour de lui un vide de silence. Personne n'a le droit d'élever la voix en sa présence. Elle surveille chacun de ses pas, porte un thermos de thé pour lui, place une chaise dès que le réalisateur crie « Coupez !» pour éviter que Spencer ne tombe. Elle fait tout pour que le monde ne voie pas à quel point il va mal. C'est son dernier grand rôle, celui d'illusionniste, soutenant le mythe de l'indestructible Spencer Tracy. Elle sait que le travail est la seule chose qui le maintient en vie. S'il arrête de tourner,
Il meurt en une semaine de la prise de conscience de sa propre inutilité. Alors, elle use de toute son influence pour forcer les studios à l'assurer, ce qui est presque impossible vu sa santé, et à le faire engager. Tracy, à cette période, atteint une étrange, sombre sérénité. Son corps détruit est pour lui la preuve de la justice de l'univers. Il a toujours cru qu'il était pécheur, qu'il était mauvais à l'intérieur. Maintenant, son apparence correspond à son ressenti. Visage bouffi, cheveux gris, faiblesse, tout cela, il le voit comme une pénitence méritée. Il ne lutte pas contre la maladie, il l'accepte comme un vieil ami qu'il a attendu toute sa vie. Mais il lui reste un dernier effort à fournir. Il doit jouer l'acte final de son drame. Le destin lui offre un scénario qui lui permet de faire ses adieux à la vie, à sa carrière et à Catherine, directement devant la caméra, transformant un film artistique en testament documentaire. Acte 9. Dernière prise. Épitaphe prononcée de son vivant. Printemps 67. Studieuse de la Columbia Pictures. On tourne Devine qui vient dîner. Mais l'ambiance ressemble plus à une veillée funèbre qu'à un plateau de cinéma. Des éclairagistes aux maquilleurs, tout le monde marche sur la pointe des pieds. Tous savent, c'est une course contre la mort. Spencer Tracy est dans un état si déplorable que les assurances refusent de couvrir le tournage. À Hollywood, cela signifie la fermeture automatique du projet. Personne ne risque des millions si l'acteur principal peut mourir avant la fin de la journée. Alors Spencer Tracy et Katharine Hepburn font un geste révélateur de leur lien. Ils déposent leur cachet en garantie auprès du studio. Ils achètent littéralement le droit pour Tracy de mourir en travaillant, et non dans un lit. Le tournage se fait au ralenti. Tracy ne peut travailler que 2 ou 3 heures par jour, et seulement le matin. Catherine est toujours là, surveillant son souffle, prête à le soutenir à tout moment. Mais dès que la caméra tourne, une métamorphose effrayante se produit. Le vieil homme, qui peinait à marcher, se redresse. Dans ses yeux, une lueur d'acier s'allume. Il rassemble ses dernières forces pour livrer un ultime combat. Le point culminant de ce film et de toute la vie de Spencer Tracy est le monologue final de son personnage, Matt Drayton. Dans l'histoire, un père conservateur doit accepter le mariage de sa fille avec un homme noir et prononcer un discours sur la puissance de l'amour au-delà des préjugés. Mais quiconque regarde cette scène aujourd'hui, connaissant le contexte, voit que Tracy ne joue pas. Quand il parle d'amour, de la passion qui ne s'éteint pas, mais se transforme en quelque chose de plus grand, il ne regarde pas les acteurs jouant sa fille et son gendre. Il se tourne vers Katharine Hepburn. À ce moment, le mur de silence qu'ils ont construit pendant 26 ans s'effondre. Tracy, qui n'a jamais reconnu publiquement leur relation, qui se cachait et avait honte de son attachement, se met à parler. Utilisant les mots du scénario comme un code, il livre une confession. Écoutez ces mots. Si ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre est ne serait-ce que la moitié de ce que nous avons ressenti, alors tout va bien. À l'écran, Katharine Hepburn pleure. Et ce ne sont pas des larmes d'actrice. La caméra capture en gros plan son visage déformé par une authentique douleur. Elle comprend que Spencer fait ses adieux. Il lui dit « Je t'aime » dans la seule langue qu'il lui était permis d'utiliser, celle du cinéma, derrière le masque d'un personnage. Il résume leur relation douloureuse, étrange, mais grandiose sous les yeux du monde entier. Et personne dans le public ne se doute qu'il assiste à un rite intime. Les opérateurs racontent qu'après le « coupé », un silence absolu et vibrant a envahi le plateau. Personne n'a applaudi. Beaucoup pleuraient. Spencer Tracy s'est approché du réalisateur Stanley Kramer, lui a posé la main sur l'épaule et a dit « Alors Stan, j'ai réussi? J'ai fini ?» Ce n'était pas juste des mots pour marquer la fin d'une journée de tournage, c'était un bilan. Il avait accompli son devoir. Il avait exploité son talent jusqu'à la dernière goutte. Il avait expié sa faute par le travail, comme un bon catholique. 17 jours après la fin du tournage, au petit matin, Spencer Tracy s'est levé, est allé à la cuisine pour un verre d'eau et s'est effondré. Le cœur qu'il avait tant torturé de culpabilité, de honte et d'amour s'est enfin arrêté. Mais même sa mort fut le dernier acte de ce drame qu'il avait orchestré pour lui et Catherine. La mort de Spencer Tracy, ce matin du 10 juin 1967, n'était pas qu'un simple fait médical. C'était le dernier acte, le plus cruel, de la pièce qu'il avait jouée toute sa vie. Même en quittant ce monde, il a forcé les vivants à suivre ses règles.
celle du secret total et des apparences impeccables. Ce matin-là, Katharine Hepburn était à ses côtés. Elle a entendu le bruit d'une tasse tomber dans la cuisine. Elle a trouvé son corps. Mais ce qui s'est passé dans les heures suivantes montre la force monstrueuse de l'inertie de leur relation. Au lieu de se laisser aller au chagrin, Catherine a agi comme une nettoyeuse professionnelle. Elle savait, la police, les médecins, la presse allaient arriver. Et surtout, la famille allait arriver. Elle a appelé Louise. Elle a appelé le frère de Tracy. Puis, elle a disparu. Katharine Hepburn, la femme qui pendant 26 ans a lavé les chaussettes de cet homme, qui l'a ramené du bord de la mort, qui lui a offert la possibilité de jouer son dernier rôle, a rassemblé ses affaires et a quitté la maison avant l'arrivée de la veuve officielle. Elle n'avait pas le droit d'être découverte. Même mort, Spencer Tracy devait rester un catholique irréprochable. Sa réputation était plus importante que ses sentiments. Les funérailles furent l'apothéose de cette hypocrisie. Los Angeles s'est figé dans le deuil. Les journaux sortaient avec des bordures noires. Toute l'élite d'Hollywood s'était rassemblée à l'église. Auprès du cercueil se tenait Louise Tracy, majestueuse, calme, recevant les condoléances avec la dignité de l'épouse officielle qui avait parcouru tout le chemin avec son mari. À ses côtés, les enfants, John et Suzy. L'image était parfaite. Le père de la nation était de retour au sein de sa famille. Katharine Hepburn n'était pas aux funérailles. Elle est restée chez elle, seule. Elle savait que sa présence transformerait la cérémonie funéraire en scandale mondain, en farce. Elle ne voulait pas donner au tabloïd une raison de titrer « La maîtresse pleure sur le cercueil ». Elle respectait le scénario de Spencer même après que le réalisateur ait quitté le plateau. Comme elle le dira plus tard, « Je n'avais pas le droit d'être là. » C'était leur moment, pas le mien. C'était là la dernière cruelle ironie du destin de Spencer Tracy. Il n'a pas gagné. Il a perdu sa bataille pour le droit d'être lui-même. Toute sa vie, il s'est vu comme un imposteur, trompant le public en incarnant des héros. Toute sa vie, il s'est senti pécheur, indigne de sa famille. Et sa mort a cimenté ce mensonge à jamais. L'histoire a retenu non pas l'homme torturé, plein de doutes, qui détestait son propre visage, mais le monument de granit du père de la nation et du grand homme. Il a si bien caché sa véritable nature qu'il a trop bien réussi. Le monde a mordu à l'hameçon. Le monde a cru au masque. Et le vrai Spencer Tracy, celui qui pleurait dans son oreiller, qui avait peur du silence, qui était avec Catherine, a disparu sans laisser de traces, se dissolvant dans le mythe brillant. Spencer Tracy est entré dans les livres d'histoire comme la conscience d'Hollywood. Les spectateurs lui faisaient une confiance aveugle. Si Tracy fronçait les sourcils à l'écran, c'était sérieux. S'il souriait, il y avait de l'espoir. On le regarde et on voit un roc. Mais la vérité que je vous ai racontée aujourd'hui transforme sa grandeur en avertissement. Son jeu naturel, admiré de tous, était une forme de renoncement à sa personnalité. Sa réputation de catholique exemplaire reposait sur une double vie douloureuse. Son statut de grand homme était bâti sur le déni de ses propres sentiments. La tragédie de Spencer Tracy, c'est l'histoire de la façon dont la morale publique devient un bourreau intérieur. Il a créé l'image de l'homme juste, et cette image l'a dévoré vivant. Il ne s'est jamais confessé, ni à un prêtre, ni à sa femme, ni au public. La seule confession qu'il s'est permise est cryptée dans une centaine de ses rôles. Revoyez-les maintenant, connaissant son histoire. Regardez ses yeux dans Le procès de Nuremberg ou Devine qui vient dîner. Vous n'y verrez pas un personnage. Vous verrez un otage qui vous regarde depuis les profondeurs de sa réputation parfaite et crie silencieusement de solitude que nous prenions pour du courage. L'histoire de Spencer Tracy nous enseigne que la douleur refoulée tue lentement de l'intérieur. Il a brûlé parce qu'il avait peur de son mauvais côté. Mais à l'âge d'or, il y avait une femme qui a choisi un chemin diamétralement opposé. Elle n'a pas caché ses démons, elle les a fait travailler pour elle. Elle a transformé sa douleur en rage et son caractère en fusil chargé. Bette Davis. Elle n'a pas caché sa rage, elle l'a transformée en arme. Elle s'est forgée une armure impénétrable pour survivre dans le broyeur hollywoodien. Mais dans cette analyse, je raconte le théorème effrayant de sa vie. La force, dépourvue de vulnérabilité, ne rend pas une personne grande. Elle la rend totalement seule. Lancez cette vidéo maintenant pour voir comment l'armure qui a sauvé sa carrière
la priver du droit de vivre, et pourquoi la Dame de fer d'Hollywood enviait ceux qui savaient être faibles.